heureuse de vous retrouver encore ce mercredi, mesdames et messieurs. Je sais que l'actualité est un peu marquée par les matchs entre Bayern et Barcelone, Real et Juventus, mais vraiment il y a l'indulgence de suivre un peu aussi l'actualité de notre pays. Aujourd'hui, je suis avec des excellents confrères, les intelligences de mon pays, je ne cesserai jamais de le dire. Je suis avec John Lungila de Congo Web Télévision. Bonjour John. Bonjour Madame Paulette. Très heureuse vraiment d'avoir accepté mon invitation. Je sais que je vous ai pris un peu d'un pied levé, mais c'est ça le journaliste, toujours au service de la nation. Merci aussi à Diane Gikoupa de la Colombe Le Point Gauche. Bonjour Diane. Merci beaucoup mon frère. Merci. Et nous allons terminer par Jean-Pierre Kayembe de la RTGA aussi. Je l'ai pris à pied levé. Voilà, c'est ce qu'on appelle la confrérie. Voilà, on peut toujours compter sur ses frères et sœurs du même métier. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler un peu de l'actualité en général, puisqu'elle est vraiment disparate aujourd'hui. Nous allons parler un peu de ce qu'a titré Forum des As. Je les prends aujourd'hui comme source d'information. Faisant suite à la dynamique de dialogue impulsée par le Raïs, François Mamba entre en scène. Il n'y a pas à nos yeux d'alternative à la tenue d'un dialogue inclusif et républicain dans notre pays, a déclaré hier le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba à l'issue d'une grande messe politique de l'opposition à laquelle il a été invité. Forum des As nous dit aussi, par son envoyé interposé, Kabila consulte l'UDPS, l'UNC et le MLC. Je commence par Diane Gikoupa. Diane Gikoupa, et bien voilà, on y est, ce dialogue, qu'on attendait tous, que l'opposition, peut-être pas tous, mais que l'opposition vraiment cherchait de tous ses voeux, est enfin en train de se dessiner, voilà. On y est, on va dialoguer cette fois-ci. D'accord, on y est, et surtout que les deux aspects sont réunis. Quand vous voyez François Mamba entrer en danse, c'est parce que c'est lui qui fait les suivis des mécanismes du fameux accord cadre d'Addis Abeba. Donc c'est pour vous dire qu'on va tenir compte de cet accord-là et de la fameuse résolution qui demandait... Vous pouvez nous rappeler un peu quelques grandes lignes de cette résolution? Tout à fait. La résolution avait demandé aux dirigeants congolais de promouvoir le dialogue. Mais dans l'opposition, on a compris que il fallait organiser le dialogue. Promouvoir le dialogue, je pense que c'est pour dire que vous ne devez pas faire une guerre des tranchées, vous devez être ensemble, quand il y a un problème, vous mettre ensemble. Mais les gens ont compris qu'il fallait un dialogue du genre Sun City, du genre conférence nationale et du genre concertation. Et c'est dans ce sens-là qu'on a organisé les concertations. Vous avez vu 15 membres du Conseil de sécurité là-bas à la clôture, mais les gens ont estimé que ce n'était pas cela le dialogue. Bon, il fallait un autre dialogue, il fallait les mots, pas concertation, mais les mots dialogue. On a même fait la sémantique sur les mots dialogue, et ce n'est pas la première fois dans notre pays. Vous savez, la conférence nationale souveraine, il y a eu des problèmes. Les gens ne voient pas le contenu, mais le contenant, apparemment, ça a beaucoup plus d'importance chez nos gens. Conférence nationale souveraine. Donc, il a fallu qu'on se mette d'accord, conférence nationale souveraine, pour que les gens y aillent. Maintenant, on se met d'accord sur le mot dialogue. Mais ce qui reste maintenant, c'est à savoir quel sera le contenu de ce dialogue. C'est pas par rapport aux élections, Diane Gikoupa? Bon, pour l'opposition maintenant, elle a des revendications. Quand vous voyez l'UDPS, pour l'UDPS, le dialogue, c'est pour résoudre la crise, je la mets toujours entre guillemets, de l'impérium du pouvoir. C'est ça l'UDPS, à moins que ce parti politique ait évolué. Pour les autres, aujourd'hui, je crois que c'est venu après le calendrier consensuel. C'était peut-être l'occasion de se mettre d'accord autour d'un calendrier. De revoir un peu tout ça. Mais comme je ne suis pas naïf, j'ai 30 ans de métier, plus de 30 ans de métier, je connais tous ces acteurs politiques. Il n'y a personne qui accepterait d'aller à un dialogue dont la finalité serait le dialogue. Ici, je constate que la finalité de ce dialogue, comme ça a été les concertations, ça sera un gouvernement d'union nationale ou de cohésion nationale, et parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller aux élections sans avoir été d'abord au gouvernement. John Lungila, c'est vrai que les noms sont déjà en train de circuler par rapport à ce prochain remaniement ou peut-être un énième gouvernement. Il y a Félix Tshisekedi qui est cité, il y a F. Bazaïba qui est cité, il y a qui encore Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui est cité comme des potentiels VPM. Alors, c'est vraiment, on en revient toujours au même cycle, dialogue et partage du gâteau. Effectivement, merci beaucoup Madame Paulette pour l'invitation. Je partage la réflexion de notre aînée Diana, mais je voulais revenir un peu sur la finalité. Moi, je crois qu'on ne va pas se voiler la face. Et à chaque fois qu'il y a un dialogue politique,
ça aboutit toujours à un bouleversement d'ordre institutionnel. Il y a eu dialogue en 90, il y a eu Sun City, il y a eu concertation nationale, même si on voudrait faire semblant, mais nous savons, quand il y a dialogue politique, il y a rapprochement politique, ça débouche à des nouvelles alliances, même contre nature. Quand on devient allié en politique, on travaille ensemble. Donc aujourd'hui, si le chef de l'État estime qu'il faudrait qu'il y ait un rapprochement politique avec Etienne Tshisekedi, avec Vital Kamerhe, avec F. Bazaïba, je crois que si l'aboutissement serait heureux, on finirait toujours par voir les candidats de l'UDPS, de l'UNC consorts au sein du gouvernement pour travailler ensemble. C'est une bonne chose parce que depuis que Kengo et ses beaux-fils, ses amis et consorts sont au gouvernement, écouter le langage de l'opposition républicaine, ça n'a rien à voir avec l'opposition. Ça veut dire qu'il y a une volonté de travailler ensemble, de partager les échecs. On s'est dit, on est ensemble, s'il y a un problème, on est tous responsables. Vous avez vu, Fosse Commune, c'était la même prise de position avec le pouvoir. C'est ce qui profite au pays parce que quand des acteurs politiques se mettent d'accord de travailler ensemble, il est difficile d'aboutir à des histoires du genre guerre, rébellion et consorts. Notre pays, moi j'estime, a besoin d'une démocratie consensuelle. Allons aux élections pour mesurer nos forces. Mais quand on a le résultat, je suis le premier, le deuxième et le troisième au gouvernement, on se met ensemble pour une gestion consensuelle. Mais je voulais chuter en disant une chose. Ils sont tous d'accord de participer à ces dialogues. Mais c'est pour quel intérêt? L'intérêt du Congo ou ses propres intérêts? Kengo est allé aux concertations, ce n'était pas pour le Congo, c'était pour propres intérêts. Le MLC, sous le label de Thomas Louaka, était aux concertations. Mais ce n'était pas pour le Congo. C'était pour négocier le soutien du gouvernement par rapport à Bemba qui avait des problèmes. C'était pour négocier la libération des militaires ex-MLC qui étaient dans des prisons. C'était pour négocier des libérations et conseils. Il n'y avait pas... le Congo, les problèmes des Congolais n'avaient rien à voir dans ce dialogue. Maintenant qu'on veut encore revenir dans ce dialogue, vous avez déjà appris, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'UNC a posé des préalables. Avant d'aller dans ce dialogue, on doit d'abord libérer des prisonniers politiques, Ewanga, les bâtonniers, Mouyambo et consorts. Alors, nous voulons parler ensemble, en même temps nous posons des conditions. La finalité sera quoi? Et qui sera bénéficiaire des résultats de ce dialogue? Peut-être pas les Congolais, ce sont les politiciens eux-mêmes. Jean-Pierre Kayembe, je rebondis. Donc la finalité, c'est les politiciens, au fait, ne voient que leurs intérêts, mais pas l'intérêt du peuple congolais, au fait. Donc là, ce dialogue s'annonce, en tout cas. Est-ce que cela n'amènera-t-il pas ce fameux glissement? On craint maintenant, quand il y aura ce gouvernement d'union nationale, une année, je ne crois pas que ça sera vraiment suffisant pour ce gouvernement pour organiser les élections. Est-ce que ce dialogue n'apporte pas ce glissement dont on craint tant? Bon, merci beaucoup, madame. Personnellement, je ne suis pas contre les dialogues. Je suis de ceux qui pensent que il faut toujours dialoguer et surtout que les pays s'approchent vers des élections provinciales et l'année prochaine, les élections présidentielles. Il n'y a pas d'engouement pour ces élections. C'est vrai, on va en parler. On va en parler. Alors, il est important que les acteurs clés de la vie politique au pays se mettent autour d'une table et se parlent en face. Mais ce qui est important ici, c'est de parler de la finalité de ces dialogues même. Parce que avoir les revendications des uns et des autres, côté UDPS, on a besoin du dialogue parce qu'il faut absolument parler de cet impérium, entre guillemets, comme mon aîné l'a dit tout à l'heure. Pourtant, c'est un débat largement dépassé. Ailleurs, à l'UNC ou au MLC, on remet en cause le calendrier électoral et pourtant les candidatures pour les provinciales sont en train d'être déposées. Doit-on encore discuter de ce calendrier électoral pour faire avancer les choses ou les faire reculer? C'est la question que je me pose. Aujourd'hui, moi, je crois que la priorité devrait être les élections. Si on doit aller au dialogue pour aplanir les chemins, pour des élections apaisées, je suis d'accord. Mais si on doit aller au dialogue pour qu'à la suite de ces dialogues, que soit créé un autre gouvernement, pourtant, celui qui est en place n'a que quelques mois. Et les gens attendent encore qu'il réalise les cahiers de charges qui lui a été soumis. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, le plus important, comme je le disais en passant, c'est travailler
battre campagne, déposer les candidatures pour les provinciales, consolider cette démocratie, que de rester dans cette sorte de cercle vicieux où on va toujours tournoyer autour du pot, dialogue, consultation, concertation, et pourtant ça ne profite à personne. Est-ce que Diane Goupa, l'opposition aujourd'hui joue-t-elle son rôle? On a vu l'émotion de défiance par rapport au VPM Évariste Bouchab. C'est vraiment une épée dans l'eau. Maintenant, il y a encore une autre motion de défiance contre le VPM Thomas Louaka. Est-ce que l'opposition, vraiment en tant que journaliste, en tant qu'expert, en tant qu'analyste, est-ce que l'opposition congolaise est-elle vraiment en train de jouer son rôle vraiment de contrebalance aujourd'hui? Oui, mais écoutez, l'opposition, contrairement à son propre discours, parlant au nom du peuple, mais ce sont de quelques individus qui parlent à leur nom personnel. Nous sommes là, nous vivons l'expérience des 90 jusqu'à ce que Mzé vienne les chasser tous. Ils n'ont fait que parler de leurs intérêts. Alors, on a négocié plusieurs fois. Parler de marbre 1, parler de marbre 2, on a eu du conférence. Et là, c'est quoi? On a connu en 10 mois, presque chaque année, un gouvernement. Chaque année, un gouvernement. La conséquence, c'était quoi? Les pillages et le ceci, tout ça. Et la conséquence, c'était quoi? C'est que au Congo, travailler est devenu une exception. Et le chômage, la règle. Kingabwa, qui était une zone pratiquement industrielle, et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et donc, tout cela, c'était conséquence de l'instabilité politique. Personne ne tire les leçons de tout ça. On voudrait recommencer les négociations, recommence le gouvernement. Donc, on arrête pratiquement un programme qui est pour l'intérêt de la population, des avancées, petites soient-elles, mais qui permettent quand même de voir un éclairci pour la population. Ce n'est pas l'intérêt. Vous comprenez quand même l'émotion de défiance. L'émotion de défiance, c'est de la comédie. C'est de la comédie de mauvais goût. Pourquoi? Je prends par exemple la motion contre Évariste Bouchab. Parlons clairement. Puisqu'il ne s'agit pas seulement de faire l'émotion pour l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, on apprendra que au Parlement là-bas, il y a une motion de censure contre Paulette Kimuntu. Elle doit quitter Congo Web. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le Parlement a le pouvoir de vous faire partir d'ici? Vous êtes régi par le règlement ou bien par le règlement. C'est ça nous avons. Nous savons que... Mais le Parlement peut faire cette motion contre le Tout à fait, pour une action gouvernementale. Pour une action gouvernementale. Il s'agit ici de quoi? De l'affaire fausse commune. Mais on a vu, même si vous dites cela, peut-être la question va être posée aussi à John et à Jean-Pierre, mais on a vu le VPM parler de cette histoire. Tout à fait, il n'aurait pas dû parler, il a parlé, donc non. Il a une part de responsabilité. Voilà, c'est là où il faut lever cet équivoque-là. Pourquoi a-t-il parlé? Lorsque le Parlement, d'abord on commence par la MONUSCO. La MONUSCO qui a reçu l'information pose parce que la MONUSCO a comme interlocuteur, c'est le gouvernement. C'est pour le gouvernement central. Et le gouvernement central, à ce moment-là, sur base de rapports reçus, peut donner l'information. Mes services m'ont dit ça, ils donnent à la MONUSCO, ils donnent au Parlement. Mais lorsqu'il s'agit d'engager la responsabilité, ce n'est pas parce que le gouvernement a fait le rapport de ce que la province de Kinshasa a fait que le gouvernement est responsable. J'entends les gens dire, on a vu le même, pourquoi le vice-premier ministre est venu répondre alors que maintenant il refuse. Non, il avait répondu, et là c'est normal que sur base de rapport, quand le Parlement lui demande à la ville de Kinshasa, le Parlement veut savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez fait? L'Assemblée provinciale lui donne les informations, lui passe devant l'Assemblée nationale, donne ces informations-là. Mais l'Assemblée nationale ne peut pas lui dire, puisque vous nous avez amené ce rapport, nous vous sanctionnons pénalement. Donc pénalement, il n'a aucune responsabilité pénale. La responsabilité, John Ngila, de cette fausse revient à la ville de Kinshasa. Alors, qui peut maintenant aujourd'hui interpeller le gouverneur? C'est l'Assemblée provinciale. C'est l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup, madame, pour la question. Je prie beaucoup, mon Dieu, pour que je reste vraiment moi, parce qu'il y a des choses que nous connaissons et des fois on est en difficulté pour le dire. Ces débats au niveau de l'Assemblée nationale s'est passé correctement avec ces motions d'information où on a vu le ministre de la Justice, où on a vu Évariste Bouchab venir expliquer à l'opinion nationale devant les chambres de représentants ce qui s'est passé, donner des éclaircissements.
c'est ce qui devait être fait à l'Assemblée nationale, point barre. Mais les débats quant à mettre en cause les responsabilités ou sanctionner, ça devait se passer au niveau provincial. Vous avez vu, on a vu deux autorités provinciales se contredire. Un ministre qui vient parler au nom de son chef, et le chef qui vient rebondir après pour dire non, mais en ce moment-là, quand deux membres du gouvernement provincial se contredisent devant l'opinion sur une question qui touche à l'image, à la réputation de la République, que font les députés provinciaux? Je sais qu'il y a eu une motion de défiance qui a été initiée contre le gouverneur, mais que devient ou qu'est devenu finalement par rapport à cette affaire de fosse commune? Surtout que nous apprenons qu'il y a déjà des pots de vin qui ont joué son rôle pour qu'on puisse faire taire cette motion de défiance. Moi, je crois que l'opposition, pas au niveau national, l'opposition au niveau provincial, elle est corrompue. Elle n'existe plus, cette opposition. Une partie de nos amis qui sont au MLC, nous savons là où ils se trouvent maintenant. Et c'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage. Je reconnais le travail qu'a battu ce monsieur quand il était encore député provincial, Martin Fayoulou. Et je me dis, est-ce que nous avons encore un député provincial à la carrure de Martin Fayoulou pour tirer au clair, bon, pas mettre à l'aise, mais pousser, faire de pression sur l'exécutif provincial autour d'une question qui divise? Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais nos députés provinciaux sont maintenant soit à la poche du gouverneur, soit à la poche du président de l'Assemblée provinciale. Et une démarche déjà initiée, on ne connaît pas la suite. On apprend qu'il y a eu des pots de vin. Et aujourd'hui, on ne doit pas en vouloir au Beminakou. On ne peut pas en vouloir. Moi, je crois que Chadar, il sait qu'il a fait. C'est tout à fait normal. On n'a pas respecté la procédure, même si le fond est si important. Mais quand la forme est biaisée, on ne sait pas engager les débats. Jean-Pierre Kayembe, cette histoire de responsabilité, ça revient toujours en République démocratique du Congo. Personne n'est responsable de quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, mais personne ne veut prendre la responsabilité que c'est ma faute. Je ne l'ai pas bien fait, peuple, excusez-moi, et on va essayer d'arranger. Et ça passe comme ça, les morts, les histoires, les accidents et tout. Ça passe comme ça. En tout cas, en RDC, personne n'est responsable. Je vous repose la question. À qui la responsabilité par rapport à cette histoire de fosse commune? Au gouvernement national ou au gouvernement provincial? Merci. Je sais qu'il y a une séparation des pouvoirs entre le gouvernement central et les pouvoirs provinciaux. Et dans cette affaire, je connais personnellement que les services funèbres ne dépendent pas du gouvernement central ou du ministère de l'Intérieur. Ce sont des services attachés au pouvoir urbain, à la mairie, si vous voulez, au gouvernorat. Et dans les cas d'espèce, s'il faut poursuivre, s'il faut établir des responsabilités politiques, c'est André Kimbuta et son gouvernement qui doivent répondre, pas à l'Assemblée nationale, mais plutôt devant les députés provinciaux. Mais madame, il ne faut pas oublier qu'ici... On ne peut pas déroger à la règle qu'ils soient appelés peut-être à l'Assemblée nationale, pas du tout? Non, les gouverneurs ne répondent pas devant l'Assemblée nationale. Il répond devant les députés provinciaux. Mais ici, il ne faut pas oublier qu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours et qu'il faut attendre ses conclusions. Pourquoi doit-on être pressé? Parce que l'enquête administrative a démontré qu'effectivement, il y a eu enterrement d'environ 421 personnes et que ces gens, c'est des indigents. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition ou les auteurs de cette motion ne sont pas à mesure d'éprouver la date ou l'identité d'une seule famille qui est à la recherche de son proche qu'on n'a plus vu ou dont on n'a plus de nouvelles depuis des lustres, non. Donc, c'est démontré que c'était des fœtus, des morts-nés, des indigents, des gens... C'est la question. Peut-être qu'on doit appeler les médecins. Ça aussi, c'est un autre problème qu'on soulève. Qu'est-ce qu'un fœtus? Un fœtus, c'est un bébé mort ou c'est un bébé... Un bébé mort n'est pas un fœtus. En tout cas, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, il ne faut pas qu'on... Oui, on parle des fœtus et morts-nés. Ah oui, c'est différent entre un fœtus et un mort-né. Oui, il y a une différence, évidemment. Oui, il y a une différence. Oui, le fœtus, en tout cas, on doit faire, peut-être on doit chercher un dictionnaire, tout ça. Vraiment, regarde. Un fœtus, c'est du sang, presque. On est des femmes, on sait de quoi on parle. Un fœtus, c'est pas quelque chose qu'on peut voir comme ça. On peut voir un mort-né, mais pas un fœtus. En tout cas, je ne me trompe pas, en tout cas. Non, je ne me trompe pas. Je pense que une grossesse d'un mois, oui, le fœtus, il y a déjà des petits yeux, de petits non, bras. Non, on le voit même à l'échographie. On le voit déjà. Mais à l'œil nu comme ça, non. À 2 mois, on peut déjà voir que c'est un garçon, c'est une fille. Et quand
il y a une fille quelque part qui abandonne, qui avorte et abandonne quelque part, on met dans les sachets, on amène chez Kimbuta. Kimbuta ne met pas dans la casserole pour manger, il envoie à la morgue. Parce que ça devient un problème judiciaire. Oui. On doit garder à la morgue jusqu'à ce qu'on constate, peut-être on fera l'enquête, parce que même un fœtus, on dit c'est une vie humaine qu'on a supprimée, ça devient un problème. Et donc on doit garder. Les gens pensent que mais comment on a dû garder 300 fœtus, on devrait les jeter. Ça serait encore un problème si on les avait jetés. Supposons que quelqu'un vienne, voilà ma femme, elle a avorté, je lui porte plainte, où est le fœtus? On doit aller le chercher. Mais comment on saura que... C'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, je promets à l'opinion, j'essaie de réunir tous les éléments. Déjà, j'ai une grande partie des éléments qui confirment l'hypothèse qu'il y a un député provincial à l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui est corrompu autour de cette histoire. Et je crois que le temps va nous aider à ce que nous puissions savoir son nom, parce qu'on ne peut pas comprendre là où il faut faire le travail, là où il faut travailler, pour lequel vous avez été élu, mandaté. Chaque fin du mois, vous êtes payé, vous avez des primes, des avantages et consorts, mais vous devez encore chercher au-delà de ça quand il faut travailler, qu'on puisse vous corrompre. Et vous vous faites corrompre comme ça, et entre-temps, l'opinion reste dans la confusion. Et vous êtes là, vous vous réjouissez. Ah oui, on doit parler. Vous voulez rebondir parce Oui, et ajouter un élément important parce que on sait que dans ce pays, il n'y a aucune loi qui interdit au pouvoir public de procéder à l'enterrement des gens, comme on parlait, des indigents, des gens sans famille, des gens pour lesquels leurs familles ne sont pas venues réclamer. On ne doit pas se bomber le torse Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Kayemé. On ne doit pas se bomber le torse d'être le pays qui a le plus d'indigents. Parce que déjà, sous d'autres cieux, on dit que la RDC, c'est la capitale du viol. On peut aussi plus se bomber le torse d'être la capitale des indigents. Vraiment, on doit se battre pour ne pas... Mais je souhaite qu'on attende... Sur ce point-là, il faut faire des statistiques. Comparer avec vous n'allez pas comparer avec une ville comme Brazzaville. Vous devez vous mettre en tête que Kinshasa, avec 11 millions d'habitants, ça fait 3, 4, 5 pays. Ne nous comparez pas. Il n'y a pas aussi des indigents. Non, mais c'est ce que j'ai dit, puisque nous n'avons pas de statistiques. Mais nous devons savoir que dans cette affaire, il y a une manipulation politicienne. Vous entendez les gens évoquer l'article de la Constitution qui dit que la vie humaine est sacrée. Je l'ai entendu même sur le plateau de télévision, même ici, certains confrères, la vie humaine est sacrée. Mais la vie où? Chez des gens morts, quelle vie on a des gens qui sont déjà morts. On va enterrer, les gens vous dites que, les gens vous citent même, j'ai entendu Jean-Lucien Boussa citer l'article de la Constitution qui dit que la vie humaine est sacrée. Les gens vous disent, oui c'est vrai, c'est sacré, en parlant des enterrements. C'est comme pour dire que c'est vous qui les avez supprimé la vie. Non, les gens là sont morts, le problème se pose dans leur enterrement, dans fausse communauté. Il n'y a plus question de sacralisation de la vie. Mais non, mais même si là, le respect des morts, peut-être. Le respect des morts, peut-être, mais la sacralisation de la vie, c'est un mensonge. Il y a la journée par rapport à la déontologie de la presse, les élections sont en train d'approcher à grands pas. Le professeur Kinké Moulumba nous a écrit là, on prend la prospérité, la liberté de la presse face à l'épreuve des réseaux sociaux. Kinké Moulumba prédit la mort de journalistes traditionnels. J'ai ici des journalistes formés et tout ça. Qu'est-ce que ça vous inspire c'est vrai qu'on s'est battu à un moment par rapport aux réseaux sociaux, on a coupé et tout ça, mais ça y est, les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou pas, je le dis toujours, et c'est devenu incontournable. Et Kinké Moulumba le dit, ça risque un jour de tuer ce journalisme. Je partage totalement son point de vue, mais je suis au regret de constater que nos autorités font preuve d'une ignorance flagrante, parce qu'une nouvelle technologie ne vient pas tuer l'ancienne. Vous avez vu, avec la presse écrite, il y a eu, on peut parler d'une mutation, hein, parce qu'il y a eu la presse, le journal en ligne. Tout le monde peut écrire, mais nous savons au moins, quand je vais aller sur Internet pour avoir la publication de la colombe, je sais, mais cela ne m'interdit pas d'avoir une version sur papier. Et ça a pris le temps, tout le temps que ça a pris. Peu importe, aujourd'hui, on peut adopter l'Internet, mais on n'oublie pas l'impression sur papier. Et aujourd'hui, que nous vous rêvons, en tout cas, nous rêvons la TNT, nous, au Congo, ici. C'est comme si c'était un luxe, on ne peut pas s'en passer, comme on a la possibilité d'y entrer. On veut tout oublier, ce qui n'est pas une bonne chose. Combien de journalistes seront au chômage
d'ici le mois de juin? Combien de journalistes? Non. Le ministre Mendela l'a dit d'ailleurs hier. Hein, donc l'analogie et la TNT vont aller de pair jusqu'à ce que tout soit en ordre. Le dernier Congolais... De pair avec les décodeurs. Oui, ça ira. Vous avez suivi le ministre hier, il a mis le point sur les... Je l'ai suivi, ça sera de pair avec les décodeurs. De pair, on ne va pas garder la télévision analogique. Non, ça va continuer. Ça sera opérationnel. Ils vont couper. Non, ça sera opérationnel. Le ministre l'a dit, il a affirmé. À moins que nous ayons la même compréhension. Non, en tout cas, selon ce que moi j'ai compris. Selon ce que moi j'ai compris, je sais qu'ils ne sont pas prêts d'ici le mois de juin. Même le gouvernement n'est pas prêt d'ici le mois de juin. Alors, ils vont, selon ma compréhension, pas laisser la télévision émettre sur analogie. Ils vont couper. Mais ceux qui n'ont pas des téléviseurs numériques, ils vont garder la télévision analogique, mais ils vont utiliser les décodeurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous Canal Sat à la maison, mais on se suivre TNT avec Canal Sat avec nos télévisions décodeurs. Et moi je crois qu'en Afrique du Sud, il est vrai qu'en Afrique du Sud, on n'a pas refusé TNT, on a accepté TNT, une grande partie au nord, on a accepté parce que là, la population a des moyens et assez préparés pour aller à la TNT. Mais une grande partie, on a demandé que ça aille jusqu'en 2020. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas aussi aller... Mais c'est ce qu'a dit le gouvernement, on l'a suivi, je sais peut-être... Aller avec ceux qui sont prêts, ceux qui ne sont pas encore prêts, on leur donne le temps. Mais c'est ça, le ministre Mendela l'a carrément affirmé, on laissera le temps, l'analogie et le numérique iront ensemble jusqu'à la disparition probable ou complète de l'analogie. Il a affirmé. Oui, contrairement à l'Afrique du Sud, l'urgence qu'il y a pour la RDC, c'est que nous partageons parfois la même bande avec Brazzaville. Et si Brazzaville bascule dans la TNT et que la RDC est en retard, nous risquons de perdre encore d'autres fréquences. Et d'ailleurs, conséquence, c'est que certaines télévisions ne pourront plus émettre. Donc, au lendemain de cette date, il y aura un noir complet qui va s'afficher sur les petits écrans. Mais je vois les gens en train de s'inquiéter, mais aujourd'hui, il y en a qui préfèrent payer l'abonnement pour des télévisions, regarder les télévisions occidentales que le faire pour leur propre télévision. Je crois que ça ne va pas. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est la minorité. Oui, je connais qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde. Oui, aujourd'hui, la télévision n'est plus aussi gratuite. La télévision n'est plus gratuite. La télévision a un coût. Et je crois que les frais qui seront fixés, ils seront abordables quand même à la bourse de tout le monde. Ce qui est important ici, c'est que nos télévisions doivent... Parce qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement les seuls pays... Non, s'il vous plaît, est-ce que le gouvernement congolais est prêt le 17 juin pour tout basculer à la tête? Je sais que le gouvernement a déjà acheté des émetteurs. Il y a un émetteur central qui peut prendre en charge beaucoup de télévisions, d'après mes informations. Et pour l'instant, il ne revient qu'aux chaînes de télévision de pouvoir souscrire à l'abonnement. Entre-temps, on sait qu'on n'est pas prêt, mais dans ces pays, on n'a jamais été prêt. Mais on doit changer. Dans ces pays, on n'a jamais été prêt. Les gens vous diront, mais on n'était pas prêt. Il faut y aller. Alors, ce qu'il faut faire pour l'instant, c'est que le gouvernement va s'assumer. C'est vrai qu'il n'y a pas une campagne au préalable. Il n'y a pas eu une campagne de sensibilisation, d'explication pour dire aux gens qu'écoutez, à dater de telle date et tout ça, les choses vont basculer et tout. Oui, on reconnaît ces retards, mais il faut admettre qu'aujourd'hui, la TNT est bien profitable. La TNT est profitable et ça permettra à nos chaînes de télévision d'offrir un contenu qui soit bon. Il n'y a que... Pratiquement dans cette ville où vous avez une cinquantaine de chaînes de télévision qui n'offrent pratiquement rien. À longueur des journées, ce n'est que du contenu indésirable et tout ça. Et donc du contenu non professionnel. Et je crois que la TNT poussera. Aujourd'hui, les télévisions congolaises qui sont sur le bouquet Canal 7 fournissent quand même un effort d'offrir un contenu plus ou moins agréable, plus ou moins regardable. Et je crois que ça sera aussi les cas pour les télévisions qui seront... Est-ce qu'on est prêt? C'est vrai que cette campagne de vulgarisation n'a pas été... Aujourd'hui, le peuple congolais ne comprend pas. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Le Congolais lambda, nous les intellectuels, on comprend l'importance de la TNT, nous sommes des journalistes, la technologie avance, on doit s'adapter avec les temps. Mais un Congolais lambda qui a par exemple sa télé noir et blanc, sa petite télé à la maison, ne comprend pas l'importance de cette TNT. On ne lui a pas expliqué que non, à partir du 17 juin, tu dois acheter ça, tu dois acheter ceci. Prenons la problématique du courant électrique. C'est vrai que vous dites qu'on achète l'abonnement, mais beaucoup ne jouissent même pas de cet abonnement à 100%. Vous connaissez le problème du courant électrique dans notre pays. Sur un mois, on regarde Canal Sat 2 semaines sur 4. Donc vous comprenez un peu, on n'a pas encore arrangé les préalables pour aboutir à la finalité. Donc est-ce que
Expliquez-nous à ce Congolais lambda là, quelle est l'importance de cette entité et qu'est-ce qui va se passer réellement le 17 juin. Vous êtes des hommes de presse. Oui, d'abord, nous sommes en train de parler, de défendre les intérêts de pratiquement 10 à 15% des Congolais, c'est-à-dire ceux qui vivent à Kinshasa, dans les chefs-lieux de province. Et ceux qui sont le gros des Congolais, la télévision elle-même, analogique ou quoi, ou même encore avec le disque de Nipco, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc nous sommes en train de parler de 15% des Congolais qui vivent dans des villes. Et quand on peut encore réduire à quelques 5% qui peuvent avoir l'électricité de façon régulière. Nous payons tous, vous l'avez dit, nous payons tous l'abonnement chez CanalSat ou Star Times. Mais vous n'en bénéficiez pas pendant tout un mois. Il y a des jours où le courant n'est pas là, c'est pratiquement pas l'abonnement par mois. Je pense qu'ils doivent trouver une formule où il y a un compteur, c'est quand on a regardé sa compte et puis vous payez. Je pense qu'il faut trouver cette technologie-là. Alors, maintenant je voulais dire ceci, que je pense que le gouvernement, ton gouvernement, c'est la puissance financière et politique et tout ça. Le gouvernement s'apprête, peut-être un peu en retard. Mais nous avons des problèmes, des vrais problèmes avec le basculement, parce que ce n'est pas un problème congolais. C'est un problème international, et notamment, comme Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, l'affaire de la bande B qui appartient à Brazzaville. Si Brazzaville récupère, il y a des chaînes qui sont sur cette bande-là, fatalement vont discuter. Et je pense aussi que basculer, ça sera aussi, nos patrons de télévision doivent faire un petit effort pour basculer, parce que pour une fois au moins, à part ce que Jean-Pierre a dit tout à l'heure, que le programme serait cessé, mais ils pourront avoir le moyen, la fameuse redevance, parce qu'on ne vous regardera plus gratuitement. Vous aurez quelque part à toucher quelque part, parce qu'il y a sur ces abonnements-là, les télévisions vont se retrouver. Aujourd'hui, les télévisions ne reçoivent rien des programmes qu'ils produisent. Donc, ça sera un petit avantage. On pourra quand même améliorer un peu les conditions de vie des journalistes et consorts. On n'est pas prêt, mais ce Congolais-là qui se pose la question, doit-il acheter le même décodeur comme CanalSat? Ça va lui coûter. Vous savez comment le Congolais, pour sortir de l'argent, comment ça pèse dans alors, les poches. il faut qu'on explique aux Congolais ce qui va rembourser de l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on explique. C'est un problème d'explication. On doit expliquer aux gens que désormais, la télévision, ça ne sera plus vous allez dans le magasin sur le commerce, vous achetez votre télévision, vous venez vous déposer, vous mettez, vous ouvrez, paf, vous avez des chaînes en clair comme on dit. Non, il faudra, quand vous avez acheté votre télévision, vous devez vous abonner. Et quand vous vous abonnez, vous avez des télévisions sur bouquet, parce qu'on va rassembler des bouquets, notamment aussi pour dégager certaines fréquences que nous avons occupé même la... c'est ça. Nous parlons bien de ça, mais nous parlons maintenant du sort des journalistes. Alors maintenant, il faut la sensibilisation pour que les gens comprennent. Nous avons évoqué le sort des journalistes. C'est vrai qu'il y aura plusieurs chaînes qui vont disparaître, qu'on le veuille ou pas. Mais dans le sort de ces journalistes, si aujourd'hui on ne met plus en clair, beaucoup de chaînes vont disparaître. Et c'est ces journalistes. Est-ce qu'on a pensé à eux du côté social? C'est vrai que des fois l'économie ou le capitalisme est froid, sans cœur, mais les journalistes qui vont être sans boulot. Je crois que plusieurs maisons de presse vont fermer, ce qui est vrai, ce qui est sûr. Il est vrai que même si vous suivez, je sais pas, radio, télé, Cocorico, Comorico, même s'ils vous balancent des programmes inutiles, mais le plus important, il y a des Congolais qui travaillent là tous les jours, qui savent prendre en charge leur famille. Et donc, il ne faudrait pas, en tant que journaliste, j'estime que ce n'est pas un cadre approprié pour faire une autocritique. Donc, s'il faut le faire, il faut choisir l'endroit. Parce que même si les amis qui travaillent, nous tous, nous avons commencé quelque part avant d'atteindre un niveau, il ne faut pas minimiser le faible commencement. Il est vrai que beaucoup de maisons vont fermer et les confrères, nous serons au chômage parce que nos patrons ne sont pas prêts financièrement pour basculer. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire ces plaidoiries au gouvernement pour que nous fassions une mutation progressive. C'est ce que le ministre a dit. Progressive. Il a confirmé. Que ça soit progressif. Que l'on puisse, qu'on sente un accompagnement du gouvernement, mais qu'on ne sente pas une pression, une menace. Vous allez fermer, vous êtes obligé, vous devez. Non. Qu'on sente un accompagnement. On peut venir à RTGA, par exemple. Est-ce que vous êtes prêts? Vous pouvez être prête, par exemple, mais Antenne A ou les autres, peut-être ils ne le sont pas. Mais il faut qu'on travaille étape par étape, accompagner la télévision congolaise
parce que nous avons rendu aussi des loyaux services dans ce pays. C'est grâce aux médias aussi qu'aujourd'hui on parle de démocratie. Aujourd'hui, on peut justifier que chez nous, il y a la liberté d'expression parce qu'on fait passer tous ces opposants qui confirment, qui font une critique. Et donc, ça c'est aussi un apport non négligeable. Mais les dangers, c'est quoi? Les réseaux sociaux. Ah oui. Vous avez vu ce qui s'est passé les 19, le 20, le 21. Ça. On a coupé les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui a apaisé l'opinion? C'était les médias. Les chaînes de télévision. Surtout Congo Web Télévision. On ne se jette pas les fleurs. Le grand travail que la télévision a fait pour apaiser la tension. Imaginez-vous, aujourd'hui, le Congo se retrouve avec 2 chaînes ou une chaîne seulement. Et on est en face de situations un peu difficiles. Tout le monde est sur Facebook. On vous dit, moi je suis chez moi, je ne peux pas me déplacer pour aller par exemple à la gare centrale. Mais on vous dit, déjà à la gare centrale, vous savez comment ça s'est passé non, quand le musée est entré? On vous dit, ils sont déjà à l'aéroport d'Enjil, pendant que ce n'était pas vrai. On s'est dit, la RFI, nous savons, la RFI, le rôle qu'elle joue des fois, elle ne dit pas de vérité, mais elle fait de la manipulation. Mais comment démentir sur Facebook, là où tout le monde a la liberté d'écrire ce qu'il veut, on ne sait pas vérifier les sources, la véracité, l'authenticité de l'information. On prend une photo à Haïti, on dit, tu sais que ça se passe maintenant à Victoire, ça brûle déjà, il faut fuir, il faut prendre la route du Bas-Congo. Qui sera là pour apaiser la tension s'il n'y a pas de chaîne de télévision? Moi, je crois qu'on doit réfléchir et penser à une permutation progressive pour éviter de faire tomber le pays dans le chaos. Si ça brille au Congo ici, l'organisation qui nous oblige à basculer ne viendra pas intervenir. Donc on a intérêt à réfléchir congolais et à voir l'intérêt des Congolais tout d'abord. On est souverain, donc on doit, pour une fois en tout cas j'appuie John Lungila, on doit réfléchir congolais. Alors par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux, mon frère Diep, est-ce que ça peut contrebalancer les chaînes de télévision? Ça a un impact aussi fort que les chaînes de télévision aujourd'hui? Bon, les réseaux sociaux, le problème c'est qu'on ne sait pas vérifier la véracité, l'authenticité de certaines informations parce que vous avez des gens sans qualité qui peuvent poster du n'importe quoi sans respecter parce que sur les réseaux sociaux, chacun est journaliste, chacun est éditeur, chacun est blogueur, je ne sais qui, blogueur et il publie tout ce qui lui passe par la tête sans respecter les règles de l'art. Et je crois que dire que les réseaux sociaux vont concurrencer en quelque sorte la télévision, c'est un peu exagéré, mais il faut reconnaître qu'ils jouent cependant un rôle très très important dans l'information, la propagation. Mais les gouvernements comprennent leur impact et ils les coupent. On l'a fait au Burundi. Hein. Donc on comprend quand même que ces réseaux sociaux impactent d'une façon grandement vraiment sur la population. Hein, oui, mais la différence entre les réseaux sociaux et les médias, c'est que les réseaux sociaux, c'est dans l'immédiateté. Vous voyez l'immédiateté en Égypte. Après, ils n'ont pas réfléchi, après ça sera quoi. Mais quand vous prenez les analyses des journaux, les gens vous disent, voilà où est-ce que on va faire ceci, mais après il peut y avoir ceci, il faut prendre tel dispositif. C'est que les réseaux sociaux ne font pas. Aujourd'hui, c'est pourquoi on constate que la révolution, qu'on a appelé le printemps arabe, ça a été un printemps sans mode ce qu'on appelle le service après-vente. Quand vous aurez amené cette révolution, et après, il n'y a plus personne qui suit. La Libye n'existe pratiquement plus. L'Égypte est devenue ce qu'il est devenu, à part la Tunisie qui se reprend. Donc, ces réseaux-là, je ne suis pas d'accord qu'ils pourront demain remplacer le vrai journaliste. Oui. Effet des modes, oui, pour un moment, il y a l'engouement. Comme tous les cinémas, on a cru que le cinéma allait remplacer. Et puis après, on l'a remis à sa propre. La radio, on pensait qu'il va remplacer la presse écrite. On l'a ramené à l'Internet, on dit va remplacer tous les médias. Après, aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens finiront par se dire en fait, c'est pas moi. Mieux vaut recourir à son journal hein, plutôt qu'à ces réseaux sociaux. Parce que les gens finiront par se rendre compte que ce qu'ils donnent, ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Même si aujourd'hui, l'effet des modes fait que les gens courent là-bas. Mais tout ce qu'on écrit là-bas, les gens finiront par considérer que c'est le mensonge. Les gens vont s'en démarquer. Oui. Mais ils resteront toujours avec leur journal et avec leur télévision, leur radio. Voilà. Donc, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un effet de monde, mais comme l'a dit John Lungila, une nouvelle technologie ne va pas chasser l'ancienne. Je crois qu'on va essayer de cohabiter. Mais en tout cas, le ministre de la Communication qui est en charge des télévisions, les radios et autres, a apaisé quand même l'opinion. Et bien voilà, le 15 juin, on va continuer avec l'analogie. On va continuer à travailler jusqu'à ce que, progressivement, je crois que le gouvernement accompagnera les chaînes de télévision progressivement vers ce basculement. Là, a été
à la TNT, parce que c'est pas la RDC qui l'a choisi, mais c'est une décision internationale. Hein, oui, j'ai même appris que le gouvernement se préparerait à distribuer des décodeurs à certaines catégories des Congolais. Donc, c'est encore à prendre avec... Les décodeurs seront désormais, comme les politiciens vont distribuer des transports ici, je pense que ça va être un gadget électoral. Hein. Il y aura des politiciens qui amènent autant de décodeurs pour aller distribuer dans tel quartier. Moi, je crois que c'était le contraire. Parce que si on bascule mal, ça sera un concept de la campagne électorale de ceux-là qui viendront pour promettre aux Congolais, si vous me votez, je vais vous remettre vos chaînes de télévision. Mais il sait que la décision ne dépend pas du gouvernement congolais, ça ne vient pas de nous. Toi et moi, nous le savons. Mais le peuple qui va voter ne le sait pas. Alors il faut le faire, comme je l'ai dit, intelligemment pour éviter que ça fasse le fond de commerce de certains politiques. Voilà, mesdames et messieurs, le temps qui nous a été imparti est terminé. C'est toujours un réel plaisir de discuter avec des intelligences. Merci à John Lungila du Congo Web Télévision d'avoir accepté d'être des nôtres, et bonne continuation avec Table Ronde. En tout cas, je ne rate jamais, parce que là, c'est le choc des idées. Merci à Diane Guikoupa de la Colombe Le Point Gauche hebdomadaire, mais j'espère que vous redeviendrez quotidien d'ici là. En tout cas, toutes les bonnes choses. Et merci à Jean-Pierre Kayembe de la RTGA, une belle télévision, en tout cas qui prend de l'envol, et je crois qu'elle est... Qui sera dans la TNT. Ah, ça c'est sûr, nous y serons aussi, hein, ne vous trompez pas. Congo, le peuple, en tout cas, on ne peut pas... On se prépare conséquemment. On se prépare aussi, Congo Web aussi se prépare. On peut pas laisser ce peuple si valeureux, ce peuple si charmant, qui nous aime tant, et qui, en tout cas, on l'a fidélisé depuis 10 ans. On ne peut vraiment pas les laisser, ça sera vraiment un divorce assez poignant. Mais je crois que le gouvernement nous accompagnera dans ce changement brusque de l'analogie au numérique. Voilà, c'est la fin. Merci à Guilou Koki et à Maïlo Bumba à la régie. Nous nous retrouverons avec le même plaisir. Mais je crois qu'avec la TNT, l'image sera encore plus claire. Hein, avec le numérique. Hein. Oui, bien plus clair. Un contenu bien plus professionnel. Mais nous sommes déjà assez clairs. Mais je crois qu'avec la TNT... Très professionnel, Congo Web. Oui, Congo Web, nous on est très pro. Donc avec la TNT, on sera encore plus pro. Un beau slogan. Voilà, on se retrouve le mercredi prochain avec le même plaisir.